Cette vidéo est sponsorisée par Democreator. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va enregistrer notre écran. La folie! Toi t'es du genre gamer, pas vrai? Et t'as bien envie de percer sur le YouTube Game avec des vidéos de gameplay. N'en dis pas plus ma gueule, j'ai exactement ce qu'il te faut. Pour marcher sur les pas de ton idole Guillaume Cassard en lançant ta propre chaîne YouTube, tu vas avoir besoin d'un logiciel de capture d'écran. Et celui que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est Democreator. Grâce à Democreator, tu vas pouvoir immortaliser tes sessions gaming et les partager avec le monde. C'est pas complètement dingue ça? Democreator, c'est le logiciel idéal pour toi. Simple et intuitif, il te suffira d'un clic pour lancer l'enregistrement de ton écran, de ton micro et ta webcam. Ou seulement de ton écran si tu préfères rester anonyme, y a rien de plus excitant que le mystère mon con. Et la petite plus-value qui fait plaisir, grâce aux outils de dessin écran de Democreator, tu peux écrire et dessiner sur ton enregistrement en temps réel. Et ça c'est clairement un truc de dingue. Mais c'est pas tout, dans Democreator, tu as aussi accès à des outils de montage basiques qui te permettront de donner vie à tes enregistrements grâce à du texte et divers effets. Et si tu trouves pas ton bonheur parmi tous les effets fournis, bah franchement je trouve que t'abuses un peu, mais t'inquiète pas, tous les mois Wondershare procède à des mises à jour. Alors clique sur le lien dans la description pour le télécharger et devenir un des ténors du gaming sur YouTube, tu m'en diras des nouvelles. De rien ma gueule. Si c'est à ces manières qu'on juge un homme, à quoi juge-t-on une suite? Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va parler de Kingsman 2. Suite à l'accueil enthousiaste suscité par Kingsman Service Secret et ses 414 millions de dollars de recettes mondiales, il était évident que la question de la suite allait finir par se poser. À vrai dire, tout le monde était chaud. Quant à Matthew Vaughn, le réalisateur et co-scénariste, il avait de nombreuses idées en tête pour une éventuelle continuation, certaines datant même du tournage du premier opus. Le problème, c'est que de manière générale, il n'était pas spécialement fan des suites, qu'il jugeait non seulement souvent décevantes, mais également contre-productives. Ainsi, si l'opportunité de se lancer dans la production de Kingsman 2 s'offre rapidement à lui, Vaughn hésite, se demandant s'il a vraiment envie de le réaliser. Ah, quand on le sent pas, faut pas se lancer, hein. Et puis, Vaughn repense à Kick-Ass 2, la suite de son film qu'il n'avait pas voulu mettre en scène et avait donc été confié à Jeff Wadlow pour un résultat qui ne s'était pas montré à la hauteur du film original. Pour cause, qui mieux que Matthew Vaughn pouvait faire du Matthew Vaughn? Pour lui, confier Kingsman 2 à quelqu'un d'autre reviendrait à voir l'histoire se répéter. Ce serait foncer droit dans le mur en vérité, car ce quelqu'un d'autre dépenserait toute son énergie à tenter sans succès d'émuler son style. Et ce serait pas franchement intéressant, on veut l'artiste nous, pas le faussaire. Et puis autant être honnête, Vaughn était totalement fou de cet univers et ses personnages, et les confier à quelqu'un d'autre serait compliqué pour lui. Ce serait comme prêter son jouet favori. Le réalisateur prend donc la décision suivante. S'il parvient à développer une histoire qu'il juge suffisamment bonne, il mettra en scène Kingsman 2. Y avait plus qu'à, au boulot maintenant. Comment réussir une suite? Voilà la question qui a trotté dans la tête de Vaughn pendant un long moment. Comment parvenir à trouver le bon équilibre entre familiarité et nouveauté? Donner au public ce qu'il veut, tout en le surprenant. Le réalisateur se doutait que la tâche qu'il attendait serait ardue, voire impossible à accomplir. Avant de se lancer, il étudiera donc avec attention les suites qu'il considère comme réussies, Le Parrain 2 et l'Empire contre-attaque faisant partie du haut du panier. Il retrouve ensuite sa co-scénariste Jane Goldman, et les deux auteurs se lancent dans ce que Vaughn envisage comme le plus gros défi scénaristique de sa carrière. Car si le premier Kingsman s'est développé de façon très organique, le réalisateur se contentant de laisser libre cours à ses fantasmes cinématographiques, ici le processus serait beaucoup moins instinctif et l'histoire moins évidente à développer. Car une suite doit se justifier. Et contrairement au premier opus qui nous racontait les origines du héros, une structure somme toute assez classique qui se raconte quasiment toute seule, ce Kingsman 2 devrait miser sur quelque chose de plus original. Pour Vaughn, il fallait avant toute chose définir le méchant du film. C'était l'élément qui allait conditionner la réussite de son histoire, un film d'espionnage étant généralement aussi bon que son méchant. Sauf que là, ça coince. Vaughn et Goldman ne parviennent pas à trouver une idée qui les emballe tous les deux. Et puis un jour, Vaughn se réveille avec la vision d'un personnage en tête. Poppy Adams. Son méchant serait une méchante, une femme complètement barrée à la tête du plus gros cartel de drogue du monde, le Cercle d'Or. Pour plus d'authenticité, Vaughn tenait à ce que son bad guy ou sa bad girl dans le cas présent mette en avant un problème de société bien réel. Dans le premier, il s'agissait de la surpopulation, ici, ce serait la légalisation des drogues. Bref, Vaughn et Goldman tenaient désormais les nouveaux enjeux de cette suite. Mais qu'en serait-il du contexte? Eh bien, s'ils s'étaient amusés avec les clichés d'espions britanniques sur le premier Kingsman, dans cette suite, ils allaient traverser l'Atlantique et situer leur histoire aux USA. Là, ils pourraient jouer sur le choc des cultures entre les Kingsmen et leurs homologues américains, cow-boys des temps modernes. Le nom de cette nouvelle agence lui vient en lisant une interview dans laquelle figure le mot Statesman. Trouvant le terme absolument parfait, il décide que ce sera donc l'agence Statesman. Mais quelle serait son histoire? Les Kingsmen étaient des tailleurs, qu'en serait-il des Statesmen? Vaughn et Goldman imaginent alors qu'ils utilisent une distillerie de whisky comme couverture de leurs activités top secrètes et que chaque agent aurait un nom d'alcool différent. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ils tiennent donc leurs enjeux ainsi que le cadre dans lequel se déroulera leur histoire. Il reste cependant un dernier point capital à clarifier. Harry Hart. Vaughn tient absolument à le ramener dans la suite. Pour lui, il est juste impensable de continuer la saga sans ce personnage emblématique. Mais le problème, c'est qu'il est mort dans le film précédent. Compliqué du coup. Vaughn et Goldman se creusent donc la tête pour trouver un moyen crédible de ramener le personnage d'entre les morts. Un moyen qui aurait du sens au sein de l'univers des films sans perdre le public en route. Et ils finissent par le trouver.
La distribution voit donc le retour de Colin Firth qui, très attaché à son personnage ainsi qu'à cet univers, reprend son rôle sans se faire prier. On pourra également compter sur les retours de Taron Egerton dans le rôle d'Exy, Mark Strong en tant que Merlin et Sophie Cookson qui incarne la Kingswoman Lancelot. Edward Holcroft fait également son retour dans le rôle de Charlie, chose que Vaughn avait déjà en tête sur le tournage du premier film étant donné qu'il avait promis à l'acteur que si suite il aurait, il en ferait partie. Ça, c'est pour les têtes connues, mais une grande partie de ce casting sera cependant composée de nouveaux venus, les Statesmen. Et qui dit Statesman dit distribution américaine. Par chance, suite au succès du premier film, beaucoup d'acteurs de renom sont plus que chauds à l'idée d'embarquer dans la suite. Channing Tatum est donc engagé pour incarner l'agent Tequila, Halle Berry dans le rôle de Ginger Elle, la Merlin des Statesmen, et Julianne Moore prêtera quant à elle ses traits à Poppy, la grande méchante. Et Moore étant très fan de l'interprétation de Gene Hackman en tant que Lex Luthor, qui peut être à la fois terriblement dangereux tout en gardant ce côté très drôle et cartoonesque, elle s'en inspirera pour créer son personnage. Concernant le leader des Statesmen, Champagne, Vaughn veut Jeff Bridges, qui accepte sur le champ, content de voir qu'une tripotée d'acteurs de renom font partie du casting, parmi lesquels son ami Julianne Moore. Et pour incarner le statesman principal du film, Whiskey, Vaughn pense à Pedro Pascal, dont la performance dans la série Narcos l'a beaucoup impressionné. Il contacte donc Pascal, qui sera le premier à auditionner pour le personnage. Et si d'autres acteurs de plus grande réputation convoitent également le rôle, Vaughn avait cependant pris sa décision, ce sera Pedro Pascal. Parce que Vaughn, quand il est décidé, il est décidé. Dernier invité et pas des moindres, Elton John. Il faut savoir que Vaughn est un très grand fan du chanteur et avait même voulu lui offrir un rôle dans le premier film, ce qui ne s'était pas fait suite au refus de la star. Mais loin de se décourager, Vaughn décide de revenir à la charge sur son deuxième opus. Parce que Vaughn, quand il est décidé, il est décidé. Suppliant l'agent de John et mettant en avant le succès du premier film, il parvient à faire passer son script au chanteur, qui accepte, ayant adoré le Kingsman original et regrettant de ne pas avoir accepté la proposition de Vaughn à l'époque. Tout est bien qui finit bien. Du côté de la conception visuelle du film, Vaughn décide d'engager un directeur artistique américain, étant donné que les personnages évoluent dans un univers américain. Ça se tient. C'est donc Darren Gilford, à qui l'on doit notamment les incroyables décors de Tron Legacy, qui devra concevoir l'univers visuel de ce Kingsman 2. Vaughn et lui se réunissent donc pendant une dizaine de jours pour brainstormer, et de ces échanges résulteront 90% des principaux dessins conceptuels du film. C'est ce qui s'appelle être efficace. Le plus gros défi pour l'équipe artistique fut le repère de Poppy, baptisé Poppyland. Dans l'idée, il s'agit d'un microcosme de l'Amérique bâti au milieu de ruines d'une ancienne civilisation d'Asie du Sud-Est et adoptant un style purement rétro. Et Vaughn tenant à capturer le plus d'éléments possible en direct devant la caméra, une très grande partie de ce décor sera construite en plateau au sein des studios Long Cross à Londres. L'autre gros challenge auquel dut faire face l'équipe artistique ne fut rien de moins que la création d'un décor de distillerie du Kentucky en pleine campagne anglaise, distillerie qui constituera bien évidemment le repère des Statesmen. Concernant leur style vestimentaire maintenant, Vaughn est parti de la question suivante. Quel serait l'équivalent américain du gentleman anglais et son parapluie? La réponse fut vite vue, le cow-boy et son lasso. Les Statesmen auraient donc droit aux Stetson et aux bottes, et tous leurs gadgets et armes seraient conçus à partir d'objets typiquement américains. La batte de baseball qui devient un détecteur de métal, la balle de baseball qui devient une grenade, le fouet qui se rembobine et le lasso qui s'électrifie. Bref, une sélection de gadgets bien barrés dans la veine du premier film. Nous sommes désormais en 2016, la pré-production bat son plein et le tournage doit débuter au mois de mai. Sauf qu'il y a un problème. Parce qu'il y a toujours un problème. Le problème, c'est que Taron Egerton est également engagé sur une nouvelle version de Robin des Bois produite par la MGM et qui doit se tourner à peu près au même moment. Il y a donc un conflit de planning. Face à cette situation un brin relou, Vaughn décide de sévir et d'exercer son option sur l'acteur. Ce qui signifie qu'il a la priorité totale étant donné qu'Egerton était engagé sur Kingsman 2 avant de signer pour Robin des Bois. La MGM décide donc d'attendre qu'Egerton ait fini le tournage de Kingsman 2 et décale le tournage de Robin des Bois à la fin de l'été 2016. Vaughn et son équipe pourront donc lancer le tournage de Kingsman le Cercle d'Or à la date prévue. C'est ainsi que le 15 mai 2016, ils posent leur caméra à Londres dans le quartier de Birmingham. Comme sur le premier opus, les prises de vue auront lieu principalement en Angleterre, entre les studios Long Cross et Leavesden, où sont bâtis la majorité des décors. Grâce au succès du premier film, le budget a gonflé, passant de 81 à 104 millions de dollars. Tout est donc démultiplié. Les décors sont plus grands et les scènes d'action plus ambitieuses. Bref, Vaughn va se faire plaisir. Et pour ça, il va retrouver son complice Brad Allan, qui officiera une nouvelle fois en tant que coordinateur des cascades et réalisateur de seconde équipe. À eux deux, ils concevront les scènes d'action en suivant la même approche que sur le film précédent. Une fois la scène conçue et storyboardée, Brad Allan ira la répéter et la filmer de son côté avec les cascadeurs, ce pour avoir une vision claire et précise de ce que donnera la scène en question et d'être parfaitement prêt le jour J. La séquence serait ensuite montée par Young Lee, collaborateur de Brad Allan, puis montrée à Vaughn avant d'être envoyée au monteur Eddie Hamilton, qui la retoucherait si nécessaire. Une fois validée, il n'y aurait plus qu'à la retourner à l'identique, cette fois-ci sur le plateau, avec les acteurs. Et comme sur le premier film, des scènes d'action, il y en avait pas mal. L'un des objectifs de Vaughn sur Kingsman 2 et plus précisément avec les Statesmen, c'était de réinventer le duel de western. Brad Allan fit donc appel à Luke Rollins, expert en maniement du lasso, du fouet et des pistolets. Face à lui, Vaughn a cru rencontrer le vrai Whiskey, incarné par Pedro Pascal. Il entraînera donc l'acteur et le doublera pour les mouvements les plus complexes. Et Pascal, très enthousiaste à l'idée de marcher sur les pas de son héros Indiana Jones, fera preuve de beaucoup d'entrain, voire même d'un peu trop puisqu'il refusera de porter des protections et se blessera rapidement au niveau du bras avec son fouet, lui permettant ainsi de réaliser le danger représenté par cet instrument. Autant dire qu'après ça, le gars il les a mis ces protections, hein.
Lors des brainstorming entre Vaughn et Brad Allan, ce dernier soumet au réalisateur l'idée d'une scène de combat au sein d'un taxi. Vaughn approuve et choisit même cette séquence pour ouvrir le film, séquence qui implique Eggsy et Charlie du film précédent. Charlie fera ici office de successeur au personnage de Gazelle, troquant les prothèses tranchantes contre un bras bionique. Et le tournage de la scène constituera un vrai challenge, car l'espace restreint du taxi donne très peu de latitude pour y tourner toute une chorégraphie assez complexe. Complexe de par son aspect purement physique, avec le combat qui s'y déroule, mais aussi de par les mouvements de caméra toujours aussi fous conçus par Vaughn et Allan. Bien évidemment, cette séquence serait principalement tournée en studio sur fond vert, et pour ce faire, l'équipe crée un taxi modelable à volonté, permettant à la caméra de s'y déplacer absolument partout. Edgerton et Holcroft passeront donc 2 semaines à se battre dans ce taxi, cerné de tous côtés par un immense fond vert à 360 degrés. Et qui dit combat, dit coup de poing dans la gueule. En effet, Edgerton passera pas forcément le meilleur moment de sa vie sur le tournage de cette scène, étant donné qu'il se prendra un véritable coup de poing dans le nez de la part d'Holcroft, avant qu'un technicien ne lui referme violemment la portière du taxi sur la main. Bon, ça s'est pas passé à la suite, mais l'enchaînement aurait quand même été fabuleux. Ça dit que moi, complètement. Et ça, c'était pour les plans à l'intérieur du taxi. Concernant ceux où l'on voit effectivement le véhicule sur la chaussée, l'équipe a dû créer tout un véhicule sur mesure, à savoir un taxi avec un moteur de 600 chevaux. Le problème, c'est que la séquence est censée se dérouler de nuit en plein centre-ville de Londres. Et vu les dérapages spectaculaires censés être réalisés par les véhicules avec tous les effets néfastes que ça peut impliquer en termes de tapage nocturne et de marques sur la chaussée, autant dire que les autorités londoniennes ne donneront jamais d'autorisation de tournage. L'équipe dut donc tourner ses plans en studio Leavesden, ce qui impliquerait de recréer Londres numériquement en post-production. Ils parviendront cependant à mettre en boîte quelques plans à Birmingham lors des premiers jours de tournage. Et ça, c'était juste l'intro du film. Vaughn et Allan étant bien conscients que le public les attend au tournant, espérant une scène d'action aussi folle que le plan séquence de l'église du premier film, ils conçoivent une séquence basée sur le même procédé, baptisé Hypercam. Cette scène de combat impliquera cette fois-ci Edgerton, Pascal et Firth, et son tournage sera éparpillé sur de nombreuses semaines. Et pendant que le film et ses scènes d'action spectaculaires sont mises en boîte, Eddie Hamilton commence le montage au jour le jour, permettant à Vaughn de s'assurer que les scènes fonctionnent et qu'il ne manque pas de matière. Hamilton avait en réalité commencé à travailler sur le film dès le début de la production, collaborant avec Vaughn, mais également avec les dessinateurs des storyboards et les coordinateurs des cascades, ce pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde concernant un aspect capital du film, l'aspect visuel des scènes d'action et leur rythme. Ouais, parce qu'il y a de l'action dans Kingsman 2, je sais pas si je l'ai dit. Si le tournage a principalement eu lieu en Angleterre, comme j'ai dit précédemment, l'équipe prendra également la direction de l'Italie, à Courmayeur, et posera ses caméras au sommet du Mont Blanc. Un endroit pas forcément riche en air, ce qui ne facilitera pas les choses pour Edgerton et Pascal, les deux acteurs devant y effectuer pas mal d'actions assez physiques. La moindre foulée deviendra vite un véritable challenge. Les deux acteurs sont également filmés au sein du célèbre téléphérique Skyway Monte Bianco, où prendra place l'un des gros morceaux de bravoure du film. Mais pour ça, direction les plateaux, c'est plus sûr. La cabine du téléphérique est en effet recréée en studio, et Edgerton et Pascal passeront donc quelques semaines harnachés dans cette cabine rotative capable d'effectuer 30 tours par minute, ce qui est plutôt pas mal. Ils se contenteront cependant de 25 tours minute, ce qui suffisait amplement à coller les deux acteurs contre les vitres via la force centrifuge. Bref, on l'aura compris, physiquement, c'était pas de tout repos. Pour le casting, le tournage s'est avéré assez éprouvant. Les scènes d'action étant nombreuses, ils devaient être en forme. Chaque jour, ils faisaient face à un nouveau challenge. Et lorsqu'ils tournèrent en plein été une séquence sans cesse déroulée dans la neige, Edgerton, Firth, Pascal et les cascadeurs se retrouvèrent emmitouflés dans des combinaisons extrêmement chaudes, ce alors qu'il faisait déjà très chaud. Pedro Pascal passait également 4 jours entiers harnaché à un taureau mécanique, une expérience dont il ne gardera pas un excellent souvenir tant elle s'est avérée fatigante et tant il s'est trouvé ridicule. Mais même si c'était compliqué, cet aspect n'aura pas pour autant entaché la bonne humeur générale. Firth, Edgerton et Strong étaient en effet ravis de faire leur retour au sein de cet univers aux côtés de leur ami Matthew Vaughn. Depuis le premier film, Edgerton avait gagné en expérience, il s'était donc épanoui en tant qu'acteur et n'avait plus rien d'un débutant. Quant aux nouveaux venus, ils ont intégré l'équipe avec beaucoup de plaisir, un plaisir qui fut partagé par tous, Matthew Vaughn compris. Elton John lui-même s'entendit extrêmement bien avec Vaughn et passa un excellent moment sur le tournage, s'impliquant à fond et faisant preuve d'énormément d'autodérision. Le costume porté par Elton John pendant le climax est le même que celui qu'il porta lors de son apparition dans une émission du Muppet Show diffusée en 78. Émission que regarda le jeune Matthew Vaughn et qui signa son premier contact avec le chanteur. Et c'est ainsi que le tournage prit fin en septembre 2016. Eddie Hamilton continua donc son travail sur le montage, un travail à la difficulté bien réelle étant donné que Vaughn avait tourné encore plus de rushs que sur le précédent opus. À l'arrivée, les deux hommes se trouvèrent face à un film de 3h45, soit 1 heure de plus que les premiers montages habituels du réalisateur. Et généralement, il a du mal à couper 45 minutes. Là, il allait falloir couper une bonne heure et demie au minimum. La Fox leur propose cependant de sortir le film en 2 parties, et ils y réfléchissent. Mais ils se disent que non, l'histoire n'a pas la densité nécessaire pour justifier 2 films. Il allait donc falloir la couper cette heure et demie. Le truc, c'est que si habituellement on coupe des scènes qui ne fonctionnent pas, ici c'était plus compliqué, parce que Vaughn avait véritablement la sensation que la plupart des scènes fonctionnaient bel et bien. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Vaughn et Hamilton procèdent donc aux coupures. Parmi les sacrifiés figure notamment une sous-intrigue romantique entre Merlin et Ginger, les nombreuses tentatives ratées visant à faire retrouver la mémoire à Harry, et la fameuse scène du taureau mécanique avec Pedro Pascal, qui n'a pas particulièrement apprécié la nouvelle. Verrons-nous un jour ces scènes dans une version longue? Possible, on croise les doigts. Et pendant que le film arrive tant bien que mal à une durée acceptable, les studios d'effets visuels travaillent dur.
Parmi eux, ce sont Sony Imageworks et Framestore qui travaillent sur le plus grand nombre de plans. Et il y en a beaucoup. Il fallait notamment concevoir les 2 chiens de garde robotiques de Poppy, inspirés des robots de Boston Dynamics et de véritables bergers allemands, le fameux bras bionique de Charlie rempli de détails, la création d'un taxi sous-marin, diverses extensions de décors et le Beautybot, robot conçu d'après le mannequin Claudia Schiffer, qui n'est autre que la femme de Matthew Vaughn. Niveau musique, Henry Jackman et Matthew Margeson font leur retour, collaborant étroitement avec Vaughn, qui se veut très spécifique concernant la partie musicale et ne lâchera rien tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Parce que quand Vaughn est décidé, bah il est décidé. Et finalement, après des semaines acharnées de travail, Kingsman le cercle d'or est fin prêt. Et une nouvelle fois, la Fox se montre relativement sceptique face au résultat, demandant à Vaughn de couper certains éléments, notamment la scène de Poppy et son hachoir à viande. Depuis le début du projet, le studio avait d'ailleurs fait preuve de beaucoup de réticence vis-à-vis du personnage de Poppy Adams, qu'il jugeait bien trop bizarre. Ouais, c'est-à-dire que c'est un petit peu le but de la manœuvre, les gars. Mais une nouvelle fois, Vaughn ne veut rien entendre et sortira le film tel qu'il en a envie. Le 22 septembre 2017, les États-Unis et l'Angleterre découvrent donc la suite des aventures d'Eggsy et Harry. Et si les résultats au box-office s'avèrent comparables au premier opus, le film rapportant 410 millions de dollars, l'accueil critique se montre bien moins enthousiaste. On reproche au film son jusqu'au boutisme frôlant l'overdose, ainsi qu'une fâcheuse tendance à la répétition et à l'autoréférence. Bref, Kingsman le cercle d'or n'a pas mis tout le monde d'accord. Voyons ça d'un peu plus près. Kingsman 2 démarre quelques mois après la fin du précédent film et voit l'agence Kingsman se faire tout simplement anéantir par Poppy Adams, une nouvelle méchante au sombre dessin. Seul survivant parmi les Kingsmen, Eggsy et Merlin se rendent au Kentucky où ils font la connaissance de leur cousin américain Statesman et découvrent avec surprise que Harry est toujours en vie. Ensemble, ils feront le nécessaire pour retrouver Poppy Adams et sauver le monde une nouvelle fois. Et bah Kingsman 2, moi j'aime bien. Si beaucoup en ont après ce film, notamment pour les raisons que j'ai évoquées, personnellement, je trouve qu'il est dans la droite lignée de son prédécesseur et tout aussi jouissif sinon plus. Ouais, j'ai pas peur d'aller à contre-courant, moi, je suis un petit peu un gueudin dans ma tête. Bon déjà, on ne peut pas nier que c'est franchement plaisant de replonger dans cet univers, retrouver ces personnages charismatiques et cette ambiance complètement délirante. Aussi bien constamment entre humour trash et scènes d'action ébouriffantes, la recette du premier film est reprise et démultipliée. Tout y est plus grand, plus coloré, plus spectaculaire, bref, plus ambitieux. Sur cette suite, il est clair que Vaughn s'est encore plus lâché, ne s'imposant aucune limite et donnant libre cours à ses envies les plus folles, ce qui donne lieu à un nombre de séquences complètement dingues. Le réalisateur pousse les manettes à fond, et il est évident que dans Kingsman 2, le maître mot est surenchère. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à Kingsman de faire du Kingsman? Parce que bon, c'est pas pour dire, mais le premier film joue aussi énormément là-dessus. C'est clairement le parti pris de la saga, offrir le divertissement le plus jubilatoire possible, sans aucune retenue quelle qu'elle soit. Kingsman, c'est la surenchère, c'est l'outrance. On ne veut pas d'un film trop sage quand on va voir un Kingsman. On est là pour prendre son pied devant un film d'action cartoonesque et subversif, avec des personnages charismatiques et une mise en scène inspirée. Et c'est ça Kingsman 2. Kingsman 2 démarre sur les chapeaux de roue pour ne jamais freiner. Avec cette fameuse scène de combat dans le taxi, Vaughn et Brad Allan montrent bien qu'ils sont loin d'avoir épuisé toutes leurs idées. Les trouvailles visuelles fusent, et la caméra retrouve vite cette espèce de folie cinétique absolument réjouissante qui constituait une des marques de fabrique du premier opus. Hausse de budget oblige, les morceaux de bravoure sont légion et dignes de l'original. Le film ne se montre donc pas avare en grand spectacle, et niveau action on en a clairement pour notre argent. On le sait bien, Vaughn n'est pas du genre à se contenter de filmer des trucs de façon conventionnelle. Son découpage est donc toujours aussi précis et soigné, pour un résultat toujours aussi bon. L'acte 3 du film est d'ailleurs assez extraordinaire dans le genre spectaculaire jouissif, et j'avoue que personnellement, je peux pas m'empêcher de sourire comme un débile pendant toute la scène où Eggsy et Harry prennent d'assaut le repère de Poppy sur Saturday Night Silhouette d'Elton John. Elton John, dont chaque apparition s'avère d'ailleurs jubilatoire et totalement raccord avec la folie ambiante de l'univers conçu par Vaughn. Concernant le nouveau plan séquence en hypercam, alors certes, l'effet de surprise n'est plus là, ce qui le rend moins percutant. On peut aussi souligner le fait que le contexte soit totalement différent. Si dans le premier opus on voyait notre héros, véritable repère moral, perdre tout contrôle et s'adonner à un véritable massacre en tuant des civils innocents, aussi tarés soit-il, ici il s'agit d'un combat du bien contre le mal, aux enjeux beaucoup plus classiques, ce qui fait que cette scène convoque des sentiments bien différents. De plus, les transitions entre les différents plans s'avèrent un poil plus visibles ici, mais franchement ce serait con de faire la fine bouche tant le résultat s'avère jouissif et techniquement dingue. Tout est toujours parfaitement lisible et millimétré, et l'utilisation de la musique, ici une reprise de Word Up par le groupe de country allemand Bossos, se pose comme la cerise sur le gâteau d'une séquence parfaitement réjouissante. Et oui, il existe un groupe de country allemand. Vous en avez appris une bonne, hein? Bref, si cette scène ne parvient pas à détrôner son modèle, elle reste une sacrée réussite formelle. Mais comme la forme ça fait pas tout, qu'en est-il du reste? L'histoire, les personnages, Kingsman 2 est-il réussi à ce niveau-là? Sur Kingsman 2, l'intention de Vaughn est claire. Il s'agit d'étendre l'univers du premier film. Et pour ce faire, il prend le parti de faire table rase et de mettre ses personnages au pied du mur en les obligeant à quitter leur zone de confort. C'est ainsi que l'on fait la connaissance des Statesmen qui constituent la véritable plus-value de cette suite. L'idée des cow-boys des temps modernes est excellente et Vaughn ne rate pas le coche, utilisant le concept avec la fougue qui le caractérise. Le personnage de Whiskey, incarné par cette montagne de charisme qu'est Pedro Pascal, vole littéralement la vedette à ses collègues à chacune de ses apparitions, créant le personnage le plus iconique du film, notamment grâce aux spectaculaires chorégraphies de Luke Rollins. La performance de Channing Tatum s'avère quant à elle bien plus anecdotique, ce dernier n'ayant droit qu'à très peu de scènes. Même constat concernant Jeff Bridges et son personnage de Champagne, j'aurais apprécié qu'il soit un peu plus présent. Parce que ça fait toujours plaisir de voir Jeff Bridges. Concernant Poppy Adams, la grande méchante
adolescente complètement barrée digne héritière de Richmond Valentine, il est clair que Julianne Moore prend un plaisir communicatif à lui donner vie. Véritable psychopathe en puissance, aussi dingue que charmante, le personnage est réussi même si j'aurais aimé voir plus d'interactions entre elle et nos personnages principaux. Et en parlant de personnages principaux, il est temps de parler du cas Harry. Ressusciter Harry Hart. Bonne ou mauvaise idée? Un peu les deux. Mauvaise idée dans le sens où cette résurrection a pour effet d'amoindrir l'impact de sa mort dans le premier film. C'est vrai, le choc éprouvé face à ce retournement de situation totalement inattendu ne sera plus jamais le même, parce qu'on sait que le personnage reviendra. Et ressusciter Harry, c'est aussi sacrifier une partie du travail narratif effectué sur le premier film, parce que sa mort n'était pas là que pour produire un effet choc, elle avait un sens. La mort de Harry, ce n'était rien de moins que le catalyseur permettant à Eggsy de devenir un véritable Kingsman. Mais d'un autre côté, retrouver Colin Firth dans ce rôle, c'est cool. Et voir Harry et Eggsy former une véritable équipe de choc, chose qui n'était pas arrivée dans le premier opus, il faut avouer que ça fait vachement plaisir. Bref, si la résurrection de Harry repose sur un ressort narratif un peu facile, comment bouder son plaisir face au retour de ce personnage? Et comment bouder son plaisir face à Kingsman 2 de manière générale, j'ai envie de dire. Alors certes, l'humour un peu plus présent que dans le précédent prend parfois le pas sur les enjeux. Et il faut avouer que si sur 2h21 le rythme ne faiblit jamais, peut-être que le tout avance un peu trop vite justement. J'aurais par exemple apprécié plus de scènes pour explorer la nouvelle dynamique entre Harry et Eggsy, désormais sur un pied d'égalité, tout comme plus de scènes avec les personnages de Tequila et Ginger Ale auraient été bienvenus. Et on sait qu'elles existent ces scènes, tout comme la version longue que je serais extrêmement curieux de voir. Bien plus que celle du premier opus d'ailleurs, qui est selon moi très bien comme il est. Bref, pour moi Kingsman 2 fonctionne et je prends un pied monstrueux à chaque visionnage, mais j'avoue que quelques moments pour respirer n'auraient pas été de refus. Un autre regret en ce qui me concerne, c'est le traitement du personnage de Roxy, dont on se débarrasse un peu trop rapidement à mon goût. Elle n'est là que pour mourir et donner une dimension personnelle à la quête d'Eggsy, et réduire ce personnage attachant à une simple fonction narrative, je trouve ça vraiment dommage. Le premier montage de Kingsman 2 voyait Merlin survivre à l'explosion de la mine. En effet, à la base, le personnage était censé débarquer en rampant dans le diner à la fin du film pour y rejoindre Eggsy et Harry. On l'aurait ensuite retrouvé au mariage d'Eggsy avec des jambes prothétiques. Sauf que lors des projections test, le public n'a pas apprécié que son sacrifice héroïque ne soit réduit qu'à une simple blague. Sa résurrection a donc été coupée au montage. Comme ses jambes. Concernant la bande originale, Henry Jackman et Matthew Margeson apportent pas mal de nouvelles textures musicales tout en conservant l'ADN mélodique du premier film. Les compositions s'avèrent donc particulièrement réussies. L'iconique thème principal fait son retour et toutes les compositions associées au Statesman, évidemment très country, fonctionnent extrêmement bien, accompagnant les scènes d'action avec panache. Sans oublier le thème de Poppy Adams qui souligne avec puissance la malfaisance du personnage. Bref, du beau boulot de la part des deux compositeurs. Henry Jackman reste d'ailleurs pour moi un des plus grands mystères parmi les compositeurs contemporains, étant capable du meilleur comme du plus anecdotique. Pour le coup en tout cas, c'est réussi. Poussant l'extravagance à son maximum, Kingsman le Cercle d'Or nous offre un spectacle d'une générosité exceptionnelle, parfois trash et régressif, mais conçu avec un plaisir évident par un Matthew Vaughn clairement passionné. Avec sa direction artistique colorée, ses scènes d'action dynamiques, ses personnages attachants et son univers cartoonesque, ce Kingsman 2 s'avère bel et bien être la digne suite de son modèle, et ce serait dommage de bouder son plaisir. En seulement 2 films, Kingsman s'est donc imposé comme l'une des meilleures sagas d'espionnage récentes, et vu son succès au box-office, il était clair que ça n'allait pas s'arrêter là. Vaughn avait en effet d'autres idées en stock, la continuation de l'histoire d'Eggsy et Harry évidemment, mais aussi une série télé et un préquel. Ce préquel, nommé The Kingsman, a finalement débarqué dans les salles obscures fin 2021, après bien des déboires dus au Covid-19. Et on l'explorera plus en profondeur une prochaine fois. Parler du film me paraît en effet un peu précoce étant donné que je l'ai vu qu'une fois et qu'il est encore assez récent. Je manquerai donc de matière pour en faire une vidéo digne de ce nom. Je peux néanmoins affirmer avoir passé un très bon moment devant, même si je l'ai trouvé un peu trop sage à mon goût, que ce soit en termes de mise en scène ou d'atmosphère générale. En effet, avec le contexte de la Première Guerre mondiale en toile de fond, on se trouve face à un film doté d'une certaine gravité qui détonne énormément comparé aux opus originaux. Ça reste un super film d'action avec un casting génial, mais qui manque un peu de cette ambiance typiquement Kingsman. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee ou Utip si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!